Il y a des moments où, malgré tout, ce qui nous pousse à le faire, nous finissons par suivre des chemins que nous devrions éviter. Je m'appelle Armand, et ce que je vais vous raconter s'est passé un soir où, si j'avais pu remonter le temps, j'aurais choisi de rester chez moi. Tout a commencé par un coup de téléphone de Luc, qui semblait plus nerveux que d'habitude. Il m'a parlé de la vieille maison dont la famille de Margot venait d'hériter dans le village de Saint-Malo, en France. Une propriété fermée depuis des décennies, jusqu'à ce que les documents légaux leur permettent enfin d'y entrer. Luc n'a jamais cru aux histoires surnaturelles ou aux légendes urbaines. Mais ce que Margot et lui ont découvert les a amenés à reconsidérer leurs croyances. En explorant les pièces poussiéreuses et oubliées, ils ont découvert quelque chose qui les a intrigués et effrayés. Une ancienne planche Ouija cachée sous une pile de livres moisis dans une bibliothèque qui semblait ne pas avoir été touchée depuis la Seconde Guerre mondiale. L'air est chargé d'une odeur de moisissure et d'histoires non racontées. Élise, qui a toujours été fascinée par l'occultisme, a insisté pour que nous utilisions la planche. Selon elle, ce serait une façon d'entrer en contact avec l'histoire du manoir, de mieux comprendre les secrets que renferment ces murs. J'avoue que j'étais très réticente, non pas parce que j'avais peur de ce que nous pourrions trouver, mais à cause d'un sentiment étrange que je ne pouvais pas expliquer, comme si quelque chose en moi savait que cela ne finirait pas bien. Cependant, ce n'est pas la curiosité qui m'a poussé là. J'étais poussé par le désir de protéger mes amis, en particulier Margot, dont la famille était directement liée à cet endroit. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de peur et de responsabilité, qui me faisait penser que je ne pouvais pas les laisser partir seuls. Ce que j'ai trouvé en arrivant dans CE Manoir, c'est une atmosphère qui ne pourrait jamais être capturée par des photographies ou décrite par des mots. C'était comme si l'air était chargé d'électricité, d'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Aujourd'hui, avec le recul, je regrette de n'avoir jamais mis les pieds dans cette maison. Mais comme on dit, certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être refermées. Et cette nuit-là n'a été que le début de notre descente vers l'inconnu, vers la terreur qui se cachait sous la surface de cet ancien manoir. Cette nuit-là, nous étions tous assis autour de la vieille planche de Ouija sur le sol de la bibliothèque, les lourds rideaux anciens empêchant la lumière de la lune de pénétrer. Le silence était si profond que chaque son semblait amplifié, le doux grincement du vent sur les vieilles tuiles, le craquement sporadique d'un bois cédant sous le poids du temps. Élise fut la première à toucher l'index de bois, sa main tremblant légèrement, sous l'effet de l'excitation ou de la peur, je ne saurais le dire. « Demandons quelque chose de simple », proposa-t-elle, sa voix n'étant qu'un murmure presque absorbé par l'obscurité. Luc acquiesça, hésitant, et Margot et moi échangeâmes un regard inquiet, mais acceptâmes. Les premières questions étaient innocentes, du genre de celles que l'on pose dans les jeux d'enfants. « Y a-t-il quelqu'un ici avec nous ? Pouvez-vous nous entendre ?» Au début, rien ne se passe, et je lis le scepticisme dans les yeux de Luc. Puis, sans crier gare, son index se déplace lentement vers le mot « oui ». Un frisson collectif nous parcourut, et Luc insista sur le fait que quelqu'un déplaçait l'indicateur, même si ces accusations étaient plus destinées à nous rassurer qu'à nous convaincre. Nous avons décidé de continuer, l'atmosphère entre nous étant chargée d'un mélange de peur et de fascination. À la question « qui est là ?», l'indicateur bouge à nouveau, plus rapidement cette fois, en épelant « renard ». Personne ne parle, mais la température semble baisser et les poils de la nuque se hérissent. Puis, les lumières se mettent à clignoter, d'abord subtilement, puis avec une urgence qui nous a fait hurler. Une ampoule dans le couloir a explosé, projetant des éclats de verre sur le sol avec un grand bruit. « C'est juste une panne électrique ?» a tenté d'expliquer Luc, la voix tremblante, mais au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas le cas. Mais au fond de moi,
quelque chose me disait que c'était le début de quelque chose de bien plus sombre qu'une simple farce. Et à ce moment-là, nous avons clairement entendu, venant de l'étage, le bruit de pas lourds traînant d'un côté à l'autre. Comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait dans l'ombre, attendant que notre intrusion dans leur domaine oublié se déroule. Le courage, ou peut-être la folie, nous a poussés à enquêter sur les bruits venant de l'étage. Ensemble, nous avons monté les escaliers grinçants, chaque marche émettant une protestation sous nos pieds, comme si elle n'appréciait pas d'être dérangée après tant d'années de silence. Le couloir de l'étage était baigné d'ombre et les vieilles photos accrochées au mur semblaient observer nos mouvements d'un œil sombre et accusateur. C'est Luc qui le remarque en premier. « Regarde ça », murmura-t-il en désignant les murs du couloir. Dans la faible lumière de nos torches, les murs révélaient quelque chose d'inattendu, d'étranges symboles, presque effacés par le temps, mais encore visibles sous la peinture écaillée. Il s'agissait de marques qu'aucun d'entre nous ne connaissait, mais qui dégageaient un sentiment d'ancienneté et d'utilité. Nous nous sommes dit qu'elles faisaient peut-être partie d'un ancien rituel ou d'une marque de protection, quelque chose que les anciens résidents du manoir utilisaient pour se protéger de ce qu'ils craignaient. Contre le sentiment croissant de peur, Luc, poussé par une curiosité qui ressemblait maintenant à une obsession, a insisté pour que nous continuions à utiliser la planche. « Nous devons en savoir plus », dit-il, la voix presque chuchotée, comme s'il craignait d'être entendu. À contre-cœur, nous sommes retournés à la planche dans la bibliothèque, notre peur tempérée par un désir indéniable de découvrir les secrets du manoir. Notre deuxième séance fut encore plus intense. Les ombres sur les murs semblaient bouger, se tortiller sous la lueur intermittente de nos torches, comme si elles étaient vivantes. À la question « Que nous voulez-vous ?», l'index bougea de façon urgente, plus vite qu'avant, et avec une force qui nous fit tous retirer nos mains de l'objet, choqués. Les lettres formées étaient claires et menaçantes. « Flie !» À ce moment-là, le bruit d'un objet lourd traîné dans le grenier au-dessus nous a fait lever les yeux, le cœur battant fort contre la poitrine, alors que la réalité de notre situation commençait à devenir terriblement claire. Au cours de la séance, l'entité avec laquelle nous étions censés communiquer s'est identifiée plus clairement. La plaque a glissé avec détermination sous nos doigts tremblants et a formé le mot « renard ». Je me souviens avoir pensé qu'il s'agissait peut-être simplement d'un nom, mais quelque chose dans la façon dont les lettres étaient formées, avec une telle certitude et une telle force, m'a glacé le sang. C'est alors qu'une voix chuchotée, presque imperceptible, a résonné dans la pièce, répétant le nom « renard » encore et encore. Elle semblait provenir de toutes les directions, une présence qui semblait maintenant nous envelopper complètement. L'atmosphère de la pièce est devenue encore plus lourde et nous avons commencé à percevoir des mouvements autour de nous. De petits objets, tels que des livres et des bibelots, se sont mis à bouger tout seuls. Une figurine en porcelaine posée sur une étagère est tombée sur le sol et s'est brisée, sans que personne ne l'ait touchée. L'effroi dans nos yeux était visible, et la température de la pièce a chuté si brusquement que nos respirations sont devenues visibles dans l'air glacial. C'est alors qu'un nouveau son, encore plus dérangeant, est venu rompre le silence, celui d'un enfant qui fredonne. La mélodie était une vieille berceuse, celle que les mères françaises chantaient à leur bébé, mais elle était chantée d'une manière lente et déformée, comme si elle provenait de l'eau. Nous avons cherché la source du son, mais il n'y avait personne d'autre que nous dans la maison. Le son semblait se déplacer, flottant d'une pièce à l'autre, toujours hors de portée. Effrayés, mais incapables de quitter ce que nous avions commencé, nous avons tenté de terminer la séance avec le tableau. Élise, dont la fascination pour l'occultisme s'était transformée en une sorte de transe, insista pour que nous continuions, prétendant que nous pourrions apprendre quelque chose de plus, que nous pourrions comprendre ce que Renard attendait de nous. Son insistance était troublante, ses yeux brillaient d'une manière peu naturelle. Malgré mon désir de m'enfuir de cette maison, l'inquiétude pour mes amis me poussait à rester
essayant désespérément de trouver un moyen de les protéger de ce à quoi nous étions confrontés. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les phénomènes autour de nous devenaient de plus en plus agressifs et terrifiants. La séance de Ouija s'est intensifiée d'une manière qu'aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir. L'indicateur a commencé à bouger avec une férocité que nous n'avions jamais vue auparavant, presque comme si quelque chose essayait de briser physiquement la barrière entre son monde et le nôtre. Sans que nous le demandions, il a commencé à épeler des mots comme « mort » et « sang », encore et encore, tandis qu'une force invisible semblait peser sur l'air autour de nous. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose de vraiment horrible. La silhouette d'un enfant est soudain apparue dans un couloir visible, depuis la porte de la bibliothèque où nous nous trouvions. C'était une silhouette vague, presque transparente, mais les détails étaient suffisamment clairs pour voir qu'elle était couverte de marques qui ressemblaient à du sang. Aucun d'entre nous n'a osé s'approcher. Nous avons regardé, paralysés par la peur, la silhouette disparaître aussi soudainement qu'elle était apparue. Les nerfs à vif, nous avons décidé d'essayer de quitter le manoir. Cependant, nous avons découvert que les portes qui étaient auparavant déverrouillées étaient maintenant inexplicablement verrouillées. Nous avons tiré sur les poignées de toutes nos forces, mais elles ne bougeaient pas, comme si une force surnaturelle les maintenait fermement fermées. Les fenêtres ne cédaient pas non plus à nos efforts, renforcées par quelque chose de plus que de simples serrures. Les lumières de la maison, qui vacillaient déjà par intermittence, se sont finalement complètement éteintes, nous laissant dans l'obscurité la plus complète. Il ne restait plus que les bougies que nous avions apportées, et dont les flammes vacillaient frénétiquement, comme si elles étaient poussées par une brise que nous ne pouvions pas sentir. Le sentiment d'être observé par quelque chose que nous ne pouvions pas voir augmentait à chaque minute, rendant l'atmosphère encore plus oppressante et effrayante. Au milieu du désespoir et de la confusion, nous avons commencé à entendre des bruits venant de toutes les directions. Des rayures sur les murs, des pas au-dessus de nos têtes et des chuchotements indistincts qui semblaient se moquer de notre situation. La terreur nous avait complètement enveloppés. Et l'idée que nous ne pourrions pas sortir de cet endroit commençait à devenir une possibilité terrifiante et très réelle. Au cours de cette nuit interminable à l'intérieur du manoir, notre situation a commencé à se détériorer encore plus rapidement. Dans un moment de panique, nous avons décidé de nous séparer pour essayer de trouver une issue, une décision qui, rétrospectivement, n'a fait qu'amplifier notre terreur. Chacun d'entre nous ayant pris un chemin différent, le sentiment d'isolement est devenu presque insupportable. Le silence n'était rompu que par le bruit de nos propres pas et l'écho lointain des autres, faisant de chaque ombre une menace potentielle. Luc, toujours le plus rationnel d'entre nous, a été retrouvé quelques minutes plus tard dans l'une des pièces vides, assis par terre, complètement absorbé. Lorsque je me suis approché de lui, j'ai remarqué qu'il marmonnait tout seul, des mots incohérents qui n'avaient aucun sens, comme s'il était en transe. J'ai essayé de le ramener à la réalité, mais ses yeux ne reconnaissaient rien, fixés sur quelque chose que lui seul pouvait voir. Ce fut un moment d'impuissance totale de voir l'un de mes meilleurs amis perdu dans un esprit qui ne répondait plus. Pendant ce temps, Margot, poussée par un mélange de peur et de désespoir, a commencé à avoir de terribles hallucinations. Dans un couloir sombre, elle a crié à l'aide, disant qu'elle voyait nos reflets dans les fenêtres, mais avec des yeux complètement noirs, comme si nos âmes avaient été corrompues. J'ai couru pour la retrouver. Et quand je suis arrivé, j'ai vu son visage pâle se refléter dans la vitre, déformé par la terreur. Il n'y avait rien dans mes yeux qu'elle décrivait, mais cette vision l'a paralysée de peur, incapable de bouger. Les sons qui ont commencé à émaner des murs et du plafond sont peut-être l'aspect le plus troublant de cette nuit. Il s'agissait de grattements constants, comme si d'innombrables mains invisibles essayaient de se libérer des structures de la maison. Le son était incessant,
augmentant notre anxiété à chaque minute qui passait. Il semblait que la maison elle-même était vivante, ses veines et ses os se tordant d'agonie, ou peut-être dans l'attente de quelque chose d'encore plus sinistre. Chaque pas que nous faisions, chaque décision que nous prenions cette nuit-là semblait nous conduire plus profondément dans un labyrinthe de terreur dont il n'y avait pas d'issue apparente. La solitude, la peur et le désespoir de ne pas savoir ce qui allait se passer ensuite étaient presque aussi angoissants que les manifestations surnaturelles auxquelles nous étions confrontés. Et au milieu de tout cela, une pensée me tenaillait. Le manoir ne voulait pas seulement nous effrayer, il semblait avoir des projets bien plus sombres pour nous. Alors que nous cherchions désespérément une issue, Luc, qui semblait avoir repris un peu CS Esprit, est tombé sur un objet sous une vieille tapisserie du couloir. C'était un vieux journal intime, couvert de poussière et dont les bords des pages étaient jaunis par le temps. Il l'ouvrit d'une main tremblante et commença à le lire à haute voix à qui voulait bien l'entendre. Le journal contenait des récits détaillés de rituels occultes qui avaient été menés dans le manoir il y a des décennies par un groupe cherchant à entrer en contact avec des entités dépassant notre entendement. Renard, le nom que nous avions vu sur la planche Ouija, était mentionné à plusieurs reprises comme une entité invoquée au cours de CS rituels. Avec cette nouvelle découverte, nous avons réalisé que les phénomènes surnaturels dont nous faisions l'expérience n'étaient pas simplement des manifestations aléatoires d'énergie spirituelle. Ils étaient en quelque sorte orchestrés ou éveillés par les actes accomplis dans l'espace même où nous nous trouvions. La maison n'était pas seulement une toile de fond pour les horreurs auxquelles nous étions confrontés, elle en faisait partie intégrante, imprégnée de l'essence du rituel et de Renard lui-même. Au fur et à mesure que cette révélation s'installait parmi nous, l'atmosphère de la maison devenait encore plus oppressante. L'air semblait plus lourd, comme si la maison elle-même respirait avec nous à un rythme lent et pénible. Des sons graves et constants ont commencé à émaner des murs et du sol, comme les battements d'un cœur gigantesque et sombre. Ce son, presque en dessous du seuil de l'audition humaine, se répercutait dans nos poitrines, amplifiant la peur qui nous rongeait déjà. C'est alors que l'inexplicable se produisit. Les murs du couloir que nous traversions se sont mis à suinter une substance sombre qui ressemblait à du sang. Elle était poisseuse et fétide, avec une odeur qui nous a immédiatement fait suffoquer et reculer. L'horreur de voir les murs saigner littéralement sous nos yeux a été un choc auquel aucun d'entre nous n'était préparé. La réalité de notre situation est devenue indéniable. Nous étions piégés dans une maison qui non seulement abritait, mais faisait partie d'un cauchemar qui semblait ne pas avoir de fin. La tension et la peur avaient atteint un niveau presque insupportable, et Margot, dans un moment de panique absolue, s'est mise à courir dans le couloir pour essayer d'échapper à quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Avant que nous ayons pu la rejoindre, elle a été entraînée dans l'une des pièces par des mains qui semblaient sortir de l'ombre. La porte s'est violemment refermée derrière elle. Et malgré nos efforts frénétiques, nous n'avons pas réussi à l'ouvrir. Les cris de Margot étaient clairs et terrifiants, résonnant à travers les murs comme un rappel cruel de notre propre danger. Le silence qui suivait ces cris était encore plus terrifiant. En pleurant et en appelant son nom, nous avons fait le tour de la pièce, cherchant un moyen d'entrer. Mais c'était comme si la porte avait été scellée par une force surnaturelle. Le son de SS cris diminuait progressivement, jusqu'à CE qu'il ne reste plus qu'un silence oppressant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Désespéré et le cœur lourd, je me suis forcé à continuer, poussé par le besoin de protéger ceux qui étaient encore avec moi. Nous avons essayé de garder la raison en explorant davantage la maison, chaque ombre et chaque bruit nous faisant sursauter de peur. Mes pensées, c'était un tourbillon de désespoir et de culpabilité, luttant contre l'influence grandissante de Renard qui semblait s'infiltrer de plus en plus dans mon esprit, au fur et à mesure que nous marchions,
nous commencions à avoir des visions horribles, des apparitions de nous-mêmes, mais déformées et macabres, participant à des rituels sombres et sanglants qui n'avaient jamais eu lieu. C'était comme les reflets d'un monde parallèle et terrible qui essayait de nous engloutir. Ces visions étaient accompagnées de chuchotements alléchants, nous invitant à les rejoindre, à libérer complètement Renard et à nous abandonner au chaos qu'il promettait. Chaque pas en avant était un effort contre la marée de terreur que Renard nous réservait, une lutte pour garder notre essence intacte contre les ténèbres qui nous enveloppaient. La nuit s'étirait sans fin, et dans notre état d'épuisement et de peur, nous commencions à perdre la notion du temps. Alors que nous cherchions inlassablement Margot, Luc la trouva dans une petite pièce cachée qui semblait ne pas avoir été utilisée depuis des décennies. Elle était silencieuse, trop silencieuse, assise sur le sol, le regard vide. À la lumière de la torche, on s'aperçoit que son visage et ses bras sont couverts de marques étranges, comme des symboles anciens gravés sur sa peau. On aurait dit qu'elle avait été marquée par la maison, ou pire, par Renard lui-même. La situation d'Élise se détériorait également rapidement. Elle commença à se comporter de manière étrange, à sourire de manière inappropriée et à parler dans des langues qu'aucun d'entre nous ne reconnaissait. Ses yeux, autrefois pleins d'une curiosité intelligente, brillaient maintenant d'une lumière déformée, comme si elle voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. À certains moments, elle semblait parler à quelqu'un d'invisible, répondant à des questions qu'elle seule pouvait entendre. Son comportement est devenu de plus en plus erratique et inquiétant, l'éloignant de nous, ses amis, qui avions tant besoin les uns des autres. Je n'ai pas été épargné par les effets de cette terrible nuit. Dans un moment de faiblesse, j'ai trouvé un vieux miroir dans le couloir, et en me regardant, j'ai vu une image de moi qui m'a fait reculer d'horreur. Dans le reflet, mon visage était déformé, avec des traits démoniaques et un sourire cruel que je n'avais jamais fait. Me voir transformé en cette créature monstrueuse m'a viscéralement heurté et m'a fait douter de ma propre santé mentale. La détermination à détruire la planche Ouija, que nous avions commencé à considérer comme la source de tous nos tourments, nous a ramenés à la bibliothèque. Ensemble, nous avons essayé de briser la planche, d'arracher ses lettres, de faire n'importe quoi pour interrompre la connexion que nous avions établie par inadvertance. Mais alors que nous essayions de le détruire, un fracas assourdissant résonna dans la maison, comme si le bâtiment lui-même rugissait en signe de protestation. C'était un son qui semblait provenir des fondations, secouant les murs et le sol, faisant tomber livres et objets autour de nous. C'était comme si toute la maison se révoltait contre notre tentative de mettre fin au cauchemar qui nous consumait. Après la détonation qui a résonné dans toute la maison, un calme étrange et troublant s'est installé. Pendant un bref instant, il nous a semblé que nous avions peut-être réussi à interrompre le cycle de la terreur. Mais cet espoir s'est vite évanoui lorsque, tout autour de nous, des ombres ont commencé à se dessiner. Il s'agissait de toutes les entités et visions que nous avions rencontrées au cours de la nuit, qui se manifestaient maintenant simultanément dans un chœur de voix et de chuchotements qui emplissaient l'air. Elles semblaient converger vers la pièce où nous nous trouvions, nous entourant d'une présence oppressante et inéluctable. C'est alors que Renard se révéla complètement, non pas comme un nom chuchoté ou une silhouette dans l'ombre, mais comme une entité grotesque et déformée qui émergeait au centre de la pièce. Sa forme était presque humaine, mais tordue d'une manière qui défiait la nature, avec des yeux qui brûlaient comme des charbons et une bouche qui s'étirait d'une oreille à l'autre dans un sourire macabre. Il parlait d'une voix qui semblait déchirer l'air, proférant des malédictions et des promesses de douleur et de désespoir qui faisaient trembler l'âme. Dans un acte de désespoir, nous avons crié, pleuré et supplié qu'on en finisse, mais nos voix étaient comme des chuchotements contre un coup de vent. L'un après l'autre, mes amis ont été consumés par les ténèbres que Renard apportait avec lui. Luc fut le premier à disparaître, englouti par une ombre
qui semblait s'ouvrir sous 16 pieds. Margot et Élise suivirent Henri. Leurs dernières expressions de terreur gravées dans mon esprit alors qu'elles étaient emportées, leur voix résonnant dans le vide. Moi, Armand, je restais le dernier, seul, fixant le reflet de ma propre mort dans le miroir qui avait autrefois montré mon visage déformé. Dans ce dernier moment, une force invisible m'a attiré vers le miroir et j'ai senti la barrière entre mon monde et celui de Renard se briser. Le dernier bruit que j'entendis fut celui du verre qui se brisait autour de moi, tandis que mon reflet, qui souriait à présent avec une sombre cruauté, fut la dernière vision avant que tout ne bascule dans l'obscurité. Ainsi s'achève mon récit, non pas comme une histoire de survie ou d'héroïsme, mais comme un sombre avertissement sur les dangers qu'il y a à jouer avec des forces qui échappent à notre compréhension et à notre contrôle. Que mon histoire serve à rappeler qu'il y a des portes qui, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être refermées.